Oui, donc bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Donc bienvenue pour ce nouveau webinaire WIMEC, aujourd'hui consacré au projet SOCOMP, donc porté par le laboratoire GEM de Nantes Université. Donc ce webinaire aujourd'hui devrait durer environ 1 heure, un petit peu moins, entre une présentation et des questions. Dans ce cadre, ici, on est en format hybride webinaire, donc pour interagir, sachez que votre caméra et vos micros sont coupés. Et par contre, vous pouvez utiliser donc la rubrique questions et réponses Q&A en bas de votre écran afin de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, hein, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, à noter des remarques pour avoir un maximum d'interaction suite à la présentation de Quentin Duzelier. Et nous en traiterons un maximum dans la limite du temps imparti. Et sinon, à noter donc, que ce webinaire est enregistré. Et le but étant donc qu'il soit ensuite diffusé sur notre chaîne de YouTube et qu'il soit donc additionné à nos webinaires précédents. Donc, vous pouvez aller voir l'ensemble des webinaires déjà existants qui sont aujourd'hui classés par rubrique, que ce soit scientifique ou thématique. Donc, on commence à avoir une certaine base de données. N'hésitez pas à nous contacter si parmi ces présentations de webinaires, vous souhaitez échanger plus profondément, plus grandement avec les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, on est présent pour ce projet SOCOMP, donc, qui était lauréat de l'appel à projet recherche du WIMEC, donc, qui est porté par le laboratoire GEM de Nantes Université. Donc, on voit ici avec comme partenariat l'Office of Naval Research des États-Unis, mais aussi l'IFREMER, les Arts et Métiers Paris Tech, ou encore à l'initiative du projet Naval Group et Naval Energy. Donc, le projet SOCOMP, qui est dans la continuité de travaux du laboratoire GEM, donc, qui a pour objectif de développer des modèles prédictifs pour des matériaux composites en conditions couplées. Et ici, le couplage donc, résulte en l'exposition simultanée du composite à l'immersion dans l'eau et à un chargement mécanique, donc dans des conditions que l'on peut rencontrer fréquemment dans le déploiement de solutions technologiques d'énergie marine. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail, mais je vais plutôt laisser la parole maintenant à Quentin Duzelier, donc, qui a effectué son doctorat dans le cadre de ce projet SOCOMP. Merci Florent. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais sans plus tarder partager mon écran. C'est bon? C'est parti. Donc, bonjour à tous. Quentin Deshulliers, donc effectivement doctorant en fin de doctorat à l'Université de Nantes, enfin Nantes Université, pardon. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet SOCOMP porté par WIMEC. Alors, commençons par le contexte industriel, et qui est d'autant plus d'actualité puisque ce mois-ci a été installée la première éolienne offshore à Saint-Nazaire. Vous avez sûrement entendu parler, enfin, au large des côtes nazériennes, pardon. Et effectivement, pour des applications de type pale, donc pour l'éolien ou pour de type coque dans le naval, on retrouve à la fois, comme l'a dit Florent, un chargement mécanique et un environnement humide. Et donc, une partie de ces structures sont réalisées en matériaux composites et qui présentent de bonnes propriétés mécaniques et qui permettent de résister à la corrosion. C'est pour ça qu'on les choisit. Et sont constituées de fibres synthétiques, soit en verre ou en carbone, et sont insensibles à ce qu'on appelle le vieillissement humide, qu'on définira par la suite. Cependant, la matrice, donc les résines, souvent peuvent, elles, absorber de l'eau, et de ce fait, la durabilité de ces matériaux, de ces structures, peuvent être affectées. Alors, on va définir quelques termes. Ce qu'on appelle ici durabilité, ça va être l'intégrité physique, donc mécanique, et du matériau de la structure, dans un contexte de temps et d'environnement donné. Et j'ai parlé de vieillissement humide. On peut rencontrer différents types de vieillissement, alors qu'on va caractériser par, voilà, on va dire que c'est une action d'un milieu extérieur sur le comportement d'un matériau. Il peut être d'origine thermique, UV, et on se concentrera ici principalement au vieillissement humide et aux problématiques de diffusion d'eau. Puisque ce vieillissement humide peut avoir différentes conséquences. Donc à la fois, on peut noter une évolution du comportement mécanique,
développement de contraintes internes dans nos matériaux, pouvant aller jusqu'à l'endommagement. Et donc, si on revient un petit peu à nos deux paramètres, à savoir la diffusion d'eau et le comportement mécanique, on peut définir ce qu'on appelle le couplage hygromécanique. Alors pour faire simple, c'est l'interaction de deux phénomènes entre le comportement diffusif d'une part et le comportement mécanique d'autre part. Par exemple, la diffusion d'eau peut modifier le comportement physico-chimique et mécanique de notre matériau, et à l'inverse, le chargement mécanique peut également modifier la diffusion d'eau de notre matériau, également remodifier le comportement diffusif, et ainsi de suite, dans un contexte de temps, puisque la durabilité de ces structures doit être préservée pendant plus de 25 ans. Donc la notion de temps est primordiale. Ce couplage hygromécanique, c'est un petit peu ce qui a motivé les différents porteurs du projet à travailler sur ce projet SOCOMP, donc pour la modélisation du couplage entre diffusion d'eau et comportement mécanique de matériaux composites. Et on s'intéressera principalement aujourd'hui à la mise en évidence de ce couplage hygromécanique, à la caractérisation et à la modélisation du comportement hygroviscoélastique à long terme des matériaux composites à matrice époxy. Puisqu'effectivement, comme l'a dit Florence, c'est un projet qui est porté donc, par Nantes Université, également par l'Office of Naval Research, les Arts et Métiers, Ifremer, le groupe Naval Énergie, la Carène de Saint-Nazaire. Alors, dans ce projet-là, on a décidé de travailler donc, sur des matériaux qui sont utilisés sur les éoliennes, notamment. Donc, sur les éoliennes, on va retrouver des pales. Donc, si on regarde un petit peu en coupe transverse, on a des multimatériaux, principalement basés autour des matériaux composites, donc à base de fibres de verre ou fibres de carbone. Et nous, dans ce projet-là, on va principalement travailler à l'échelle du matériau pour vraiment mettre en évidence et bien comprendre ce qu'est le couplage hygromécanique. Donc, le matériau qu'on va traiter, c'est un matériau composite constitué d'une matrice, souvent époxy ou alors polyester, et des fibres synthétiques, donc fibres de carbone ou fibres de verre. Concernant les conditions d'étude, on a décidé de travailler à la fois en immersion à deux températures 25 à 60 degrés et également en air humide en enceinte thermostatée. Et concernant les matériaux, on a décidé donc de travailler sur une résine LY556, qui est une résine époxy de chez Huntsman, et deux composites associés en carbone et verre époxy. On constate qu'on est sur des matériaux de très faible épaisseur comparé aux structures ou aux pales, puisque l'idée c'est vraiment de minimiser l'épaisseur des matériaux pour favoriser les phénomènes de diffusion. Et donc ces matériaux-là, on a dû les étudier soit en immersion, qu'on peut voir en bas, soit en air humide. Et donc la résine ayant été étudiée pour les deux cas. Ces matériaux ont été fabriqués par FMC Composite, basée à Brest. Donc, si on résume, jusqu'à présent, le couplage hygromécanique, on a dit que c'était un phénomène où les comportements diffusifs et mécaniques pouvaient interagir et peuvent nuire à la durabilité des matériaux ou des structures composites. Il est donc nécessaire d'étudier ce couplage à travers à la fois des campagnes d'essais découplés puis couplés. Je préciserai par la suite ce que j'appelle la notion de couplet, de couplage, ou enfin découplé ou couplé. Il y a donc une volonté de prédire le comportement à long terme de ces matériaux-là et de ces structures pour mieux dimensionner par la suite et anticiper les phases de maintenance de ces structures. Cette thèse, effectivement, a bénéficié d'un financement RFI WIMEC. Elle est dirigée par Frédéric Jacquemin, co-dirigée par Peter Davis à Ifremer et encadrée par Alexandre Clément. Et donc, cette thèse s'est déroulée sur deux sites, un à Saint-Nazaire, à l'Institut de recherche en génie civil et mécanique, au GEM, et également à Plouzané, donc, côté Ifremer, au LCSM, à côté de Brest. Au sommaire de cette présentation, donc dans un premier temps, j'insisterai sur le comportement découplé à travers une étude de la diffusion d'eau et de la dilatation hygroscopique de nos matériaux, et pour présenter les premiers essais mécaniques à différents stades de vieillissement et aborder les aspects de modélisation. Et dans un second temps, on basculera sur une échelle de temps un peu plus longue et pour parler d'essais couplés à proprement dit, et voilà, de parler de comportement au fluage à long terme et de prédiction du comportement qui va un peu nous intéresser aujourd'hui. Et commençons par l'aspect découplé. Et donc, en fait, l'aspect découplé, c'est tout simplement prendre notre schéma du début avec notre couplage hygromécanique et en fait de s'intéresser qu'une partie de la boucle. C'est-à-dire, dans un premier temps, s'intéresser à la diffusion de l'eau et du coup, regarder l'influence de la diffusion de l'eau sur nos matériaux. Donc, dans un premier temps, on va essayer de se poser ces premières questions et de répondre à ces questions.
comment l'eau diffuse dans les matériaux composites et comment simuler la diffusion de l'eau à long terme, pour après se pencher sur l'influence de la diffusion de l'eau sur les matériaux d'étude, et également de regarder comment il est possible de modéliser à la fois le comportement mécanique et l'évolution de ce comportement mécanique lorsque nos matériaux sont soumis à un vieillissement humide. On va s'intéresser tout d'abord au comportement diffusif. Alors, afin de pouvoir caractériser notre comportement diffusif, on va réaliser ce qu'on appelle un suivi gravimétrique ou alors des mesures de dilatation hygroscopique. Le suivi gravimétrique, c'est tout simplement le suivi de l'évolution de la teneur en eau de notre matériau, on appelle C2T, dans le temps. On obtient ce genre de courbe, donc là, obtenue à 3 conditions différentes, une en immersion et une en air humide, et où on vient peser nos échantillons forme carrée ici, à différents temps, pour obtenir ce suivi gravimétrique. Associé à ce suivi gravimétrique, on vient essayer de quantifier ce qu'on appelle la dilatation hygroscopique, qui relate le fait de l'expansion de matériaux suite à l'absorption d'eau, comme schématisé sur ce schéma ici. Pour ce faire, à chaque fois qu'on vient peser notre matériau, on vient également le passer sur un dispositif laser qui vient mesurer l'expansion de ce matériau-là. Et là, je vous présente du coup les mesures de dilatation hygroscopique, où l'on voit l'évolution de notre déformation hygroscopique longitudinale, donc dans un sens, en fonction de la teneur en eau. Et on constate un profil donc, de dilatation assez spécifiques qui sont réalisés ici pour notre résine. Ce qu'on peut dire à partir de ces premiers essais, c'est que tout d'abord, la diffusion, c'est un phénomène physique qui est très lent. Et encore une fois, là, on travaille sur des matériaux d'environ 2 mm, donc vraiment très fins. Il est nécessaire d'une part de travailler à faible épaisseur, mais également le fait de travailler en température nous permet également d'accélérer nos phénomènes de diffusion. C'est pourquoi on a notamment travaillé à 60 degrés pour accélérer ces phénomènes de diffusion. Si on se penche un peu plus sur la dilatation hygroscopique, on constate qu'on a un coefficient de dilatation hygroscopique donc, qui relate de la pente de notre courbe, identique, quelle que soit la condition hygrothermique, ce qui est un résultat très intéressant pour notre matériau. C'est intéressant d'une part parce qu'en fait, on va pouvoir, en augmentant la température, accéder à ce coefficient de dilatation hygroscopique de manière beaucoup plus rapide que si on travaille à basse température, et du coup, on serait beaucoup plus lent en termes d'absorption d'eau. Ces premières caractérisations diffusives vont permettre d'effectuer des premiers modèles, donc d'une part de modélisation diffusive, en utilisant des modèles de diffusion de type FIC, comme ici présenté, où on va pouvoir, à travers cette formule, notamment identifier des paramètres comme le coefficient de diffusion D ici, ou alors notre teneur à saturation, CSAT, qui vont gouverner un petit peu la diffusion d'eau dans notre matériau. Ça va également nous permettre de développer des modèles par éléments finis qui vont nous donner accès à des champs locaux. Là, ici, je vous présente des champs de teneur en eau présentés à différents temps de vieillissement, donc 1 semaine, 2 mois ou 1 an, et également à des champs de déformation qui sont donc issus de cette déformation d'eau sans aucun changement mécanique. Et on voit qu'à différents temps de vieillissement, on peut avoir des profils soit hétérogènes, lorsqu'on a une diffusion transitoire, ou alors quand on est une diffusion qui est constante, on atteint un plateau de saturation, on constate un champ de déformation qui est homogène dans notre matériau. Donc voilà pour des premières caractérisations. Maintenant, on va se pencher sur l'aspect un peu plus mécanique et à savoir quelle est l'influence de la diffusion d'eau sur ces matériaux, sur le comportement mécanique de ces matériaux-là et comment il est possible de le modéliser. La stratégie qui a été retenue et qui est souvent retenue pour ce type de projet, dans un contexte un peu découplé, c'est de déterminer des stades de vieillissement. Et du coup, d'évaluer l'évolution de différentes propriétés mécaniques en fonction du vieillissement humide. Donc, pour ce faire, on vient reprendre nos courbes de suivi gravimétrique, donc de l'évolution de la teneur en eau en fonction du temps, et puis on vient arbitrairement choisir différents stades de vieillissement, commençant par un état T0 qui est un état sain à l'état sec, et puis un état T1, T2, T3, qui vont correspondre à différentes teneurs en eau et différents jours de vieillissement. Donc ces informations relatives à ces stades de vieillissement sont présentées dans ce tableau-là. Et puis voilà, on va avoir différents teneurs en eau, donc de 0 jusqu'à environ 4% d'eau
pour nos matériaux qui correspondent à environ un peu plus de 500 jours de vieillissement en immersion. Notons qu'on a également voulu travailler avec un état dit désorbé, où on est venu faire vieillir nos matériaux juste pendant plus de 500 jours, pendant 500 jours environ, puis qu'on a fait sécher pour essayer d'évaluer les conditions cycliques de matériaux qu'on peut retrouver également dans la nature. Je vais vous présenter différents effets mécaniques liés à ces stades de vieillissement. Donc là, c'est sur une résine époxy où on a nos essais réalisés à T0 présentés en rouge, puis en bleu à l'état T1, et enfin T2, T3 présentés en vert, en violet et en vert, avant de repasser sur un état désorbé en jaune ici. Donc l'idée, c'est également de voir la sensibilité de nos matériaux à ce vieillissement humide, mais également des différentes stratifications, puisqu'on a travaillé avec différentes architectures avec nos composites, puisque non seulement la matrice peut être sensible au vieillissement humide, mais également l'interface fibre-matrice peut être sollicitée, notamment à travers des composites dont les fibres sont orientées à plus ou moins 45 degrés, sur des composites biaxiaux. On peut avoir une évolution de ces propriétés-là. À l'inverse, sur des composites présentant des fibres unidirectionnelles, comme dans ce composite triaxial que je vous présente ici, la présence de fibres unidirectionnelles à 0 degré vient bloquer la sensibilité, puisque étant donné que nos fibres de carbone sont insensibles au vieillissement et que l'effort est repris par les fibres à 0 degré, on n'a pas d'évolution de propriétés et de comportement mécanique. Donc effectivement, on a une matrice et une interface fibre-matrice qui sont affectées, mais lorsqu'on vient tirer dans le sens des fibres, on n'a pas d'évolution. À partir de ces essais, on a pu également évaluer différentes propriétés mécaniques, ce que je vous présente ici pour la résine, où on vient par exemple regarder l'évolution du module élastique, le module Young, notre déformation à rupture ou notre contrainte à rupture. Et ce qu'on peut dire, c'est que le module élastique qui semble peu être affecté, il diminue de manière légère, on a environ 5% de diminution, ce qui est relativement faible. Par contre, on a des évolutions qui sont beaucoup marquées pour la déformation à rupture qui, elle, augmente, et la contrainte à rupture qui vient fortement diminuer. Notons également qu'on peut avoir une récupération partielle des propriétés mécaniques après séchage, qui peut être signe de plastification, on en reviendra un peu par la suite. Parallèlement à cette traction, on a voulu également travailler sur des aspects de fluage qui vont un peu driver tout ce projet-là et entamer la notion de comportement à long terme. Mais c'est ce que je vais présenter sur cette slide. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que c'est un essai de fluage, c'est tout simplement, on vient suivre la déformation d'un matériau soumis à un chargement constant. Et il est fréquent que le fluage peut être modifié soit par la température ou par la teneur en eau, par d'autres phénomènes également, mais on va principalement ici s'intéresser à la teneur en eau. Donc, de manière générale, un essai de fluage, voilà, c'est une évolution de notre déformation dans le temps. Alors, il était nécessaire d'abord de définir une place de chargement. Pour ce faire, on est parti de nos essais de traction sur notre résine à T0. On est venu définir une plage de chargement qui a été basée sur notre limite élastique déterminée. Et on a déterminé 7 paliers de charge qui ont été basés sur notre pourcentage de sigma, donc pourcentage de notre limite élastique établie, donc de 25% de cette limite élastique, un quart de la limite élastique jusqu'à 125% de la limite élastique. On est venu balayer de manière assez large et je vais vous présenter l'essai juste après. Notons juste je parlais de temps court ici pour le fluage, puisqu'on va être sur des temps d'essai qui sont très inférieurs au temps de diffusion. C'est pour ça que moi je considère que on se place dans un cadre doublé. Donc on est sur des essais de 28 heures avec 7 paliers de charge d'1 heure et des phases de recouvrance, donc de décharge de 3 heures. C'est des essais que je vous présente donc à T0, on est en rouge, donc à l'état sain, on est sur les courbes en rouge. Et puis après, on a les états vieillis qui sont présentés en bleu, en violet et en vert. Donc ils vont de 55 jours jusqu'à 500 jours de vieillissement. On constate qu'on a une nette évolution. Alors, juste, je précise la différence entre les deux courbes, c'est tout simplement un zoom des 4 premiers paliers sur la figure de droite. On constate qu'on a une nette évolution de notre comportement entre un état sain et dès le premier état vieilli, et qui vient augmenter drastiquement lorsqu'on augmente la charge. C'est-à-dire que sur les premiers paliers, on a une déformation qui est assez confondue entre un état sain et un état vieilli. Et lorsqu'on vient augmenter la charge, on voit qu'on a une nette évolution de notre comportement. Les essais sont arrêtés à 5,5% de déformation pour préserver l'extensomètre de la machine.
Donc, on n'a pas une rupture d'éprouvette, mais on constate on a vraiment un écart entre notre état sain et notre état vieilli. Donc, c'est un résultat c'est un résultat qui est assez intéressant, puisqu'en fait, quand on laisse du temps à travers nos essais de fluage, quand on laisse du temps à notre matériau on va dire, de parler, on constate qu'on entre dans une autre dimension et on a d'autres réponses qui sont amenées vis-à-vis des essais de traction fréquemment euh, utilisés. Donc, ces essais de fluage, on a voulu également les modéliser et donc proposer une modélisation viscoélastique de ce comportement-là en fluage. Alors, il existe différents modèles viscoélastiques et dans notre cas, on a décidé de travailler avec un modèle de Burgers à 4 paramètres qui permet de relativement bien modéliser notre comportement en fluage. On a différents paramètres, on a 4 paramètres, on a E1, E2, état 1 et état 2 qui vont permettre de représenter ce comportement en fluage. Donc, le premier terme, il va être relatif à une déformation instantanée. Un second terme qui va être relatif à une élasticité retardée, donc un comportement non linéaire, avant de laisser place à un écoulement visqueux, donc à un écoulement stationnaire où la déformation évolue de manière constante dans le temps. Là, je vous présente les résultats pour une configuration pour notre résine, donc sur le palier 3, où on constate effectivement qu'on a déjà de 1 un très bon accord entre notre modèle et l'expérimental, mais également qu'on a vraiment un gap entre notre état sain et nos états vieillis. C'est-à-dire qu'on ait 55 jours de vieillissement ou 500 jours de vieillissement, ça se comporte de la même manière. On peut notamment tracer l'évolution des différents paramètres, E1, E2, état 1 ou état 2, en fonction soit de la charge, soit du temps de vieillissement. Ici, moi, je vous propose l'évolution de la viscosité, donc état 1, état 2, en fonction du temps. Et en fait, on constate, donc pour état 1 et pour état 2, qu'on a un saut qui est effectué de manière drastique dès notre premier état vieilli pour après se stabiliser dans le temps. Donc, c'est assez intéressant de voir ce drop de propriété, puis une évolution constante dans le temps. Ces modèles ont également permis de travailler sous éléments finis. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il a été également possible, à partir de ces modèles viscoélastiques, de les incorporer sous des logiciels d'éléments finis pour représenter nos phases de fluage ou de recouvrance en état transitoire, puisque là, on constate qu'on a un profil de déformation qui est hétérogène, puisque sur AT1, qui correspond à 55 jours de vieillissement, on est dans une phase de diffusion transitoire. Donc ça, c'est pour l'aspect découplé. Et maintenant, je vais vous présenter un peu le cœur du sujet aussi, c'est quand on prend la boucle complète, qu'est-ce qui se passe un petit peu et comment mettre en évidence un peu ce couplage hygromécanique expérimentalement et derrière, comment représenter avec justesse un peu le comportement en fluage à long terme de ces matériaux d'étude. Donc, dans cette thématique de fluage, on a décidé juste de poursuivre nos essais à une échelle de temps un peu plus longue, avec des bancs d'essai un peu différents. Donc ça, c'est des bancs d'essai qui sont présents à Ifremer, à Brest, enfin à Plouzané, et sur lesquels on est venu dans des cuves réaliser des tests de longue durée, soit en air, comme ici, soit en eau, et régulés en température. Là, je vous présente les résultats effectués donc, pour 2 paliers de charge, donc P2, P3, qui correspondent à 50 et 75% de limite élastique, pour la résine et pour le carbone, sur 1200 heures. Donc ça correspond à environ 2 mois d'essai. Pendant 2 mois, on est venu relever la déformation de nos éprouvettes en fonction du temps, grâce à des jauges de nos éprouvettes, comme on peut voir juste ici de l'autre côté. Donc ça, c'était la première étape, donc déjà d'analyser notre comportement mécanique à long terme en air et de venir comparer ça à des essais qui ont été effectués en immersion, que je vous présente ici. Donc les essais en immersion sont présentés en pointillé, alors que les essais en air sont présentés en trait continu. Et qu'on se trouve qu'on analyse notre résultat pour la résine ou pour le carbone, on constate qu'on a une déformation en immersion qui est inférieure à notre déformation mesurée en air. Il faut vraiment se remémorer que là, on est sur des essais de fluage temps long où on considère que le temps de diffusion est du même ordre que le temps de l'essai. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de couplage hygromécanique à ce moment-là, puisqu'on a vraiment une diffusion d'eau qui peut potentiellement modifier le comportement du matériau au cours de l'essai. Et c'est un peu ça c'est cette question qu'on va se poser par la suite. Quels facteurs vont contribuer un petit peu à cette différence de comportement, à la fois pour notre fluage en air ou en immersion. Si je prends l'exemple de notre palier 2 pour notre résine,
où on compare notre fluage en immersion ou notre fluage en air, il a été intéressant d'essayer de voir quels facteurs contribuaient un petit peu à cette différence de comportement. Et on a relevé 2 facteurs principaux, à savoir notre dilatation hygroscopique et également une évolution des propriétés viscoélastiques. Alors, pour faire ce distinguo, on est revenu en fait, à présenter tout au début de cette présentation-là. Donc, au bout de 1200 heures, on se retrouve à peu près à, à 50 jours de vieillissement qui correspondent à 2,2% de teneur en eau et qui correspondent à une dilatation hygroscopique d'environ 0,5%, 0,5% qu'on est venu retrancher à notre essai. Et ça nous permet de savoir un petit peu quelle part de notre déformation est due à la dilatation hygroscopique et quelle part de la déformation est due à une évolution du comportement mécanique. Et donc, on est venu réaliser ça pour les différents matériaux et c'est ce que je vous présente ici sur ces histogrammes. Donc, que ce soit pour la résine ou pour le carbone époxy, on constate que notre contribution hygroscopique est fortement non négligeable pour la résine et l'est un peu plus pour le carbone qui se dilate moins que la résine. Et on va essayer de répondre rapidement à une seconde question qui ne peut pas être traitée en 5 minutes, c'est-à-dire comment faire pour faire du prédictif à partir d'essais de courte durée sur des essais à long terme. Je m'explique, on a des structures qui vont évoluer pendant 25 ans en milieu marin, on n'a que 3 ans de thèse, comment on fait pour essayer d'être fidèle et de présenter une prédiction fidèle avec seulement 1 ou 2 ans d'essai sur plus de 25 ans de vie. Donc, on va essayer de présenter des modèles, mais essayer de faire un peu la transition entre essais de courte durée et essais de longue durée. Là, ce que je vous présente, c'est une comparaison entre des points expérimentaux présentés en rouge, donc sur du fluage de longue durée, hein, sur 50 jours d'essai, 60 jours d'essai à peu près, et une modélisation viscoélastique basée sur notre modèle de Burgers dont j'ai parlé précédemment. Et en fait, ce qu'on est venu faire, c'est prendre nos points expérimentaux et faire coller un modèle à partir d'une modélisation sur 2 jours et de la prolonger sur 60 jours, et ce pour différents temps. Et on constate que en fait, lorsqu'on vient réaliser une identification à partir de 2 jours uniquement et extrapoler notre identification, on constate qu'on est très loin de la réalité. Et il faut augmenter un petit peu cette identification et ce temps sur lequel on a effectué notre identification pour se rapprocher de la réalité. Pour se rendre compte un petit peu, on va parler de notre objectif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est de minimiser notre écart au sens des moindres carrés entre notre identification viscoélastique et nos points expérimentaux, et plus notre fonction objectif est faible, plus on a un écart qui est faible entre notre prédiction et nos points expérimentaux. Et on constate que ce soit donc là, pour nos essais sur le carbone, pour nos paliers, on a une bonne corrélation à partir d'environ 20 jours d'identification, c'est-à-dire qu'il nous faut environ 20 jours d'essai pour être fidèle, pour représenter un essai de 60 jours. C'est à peu près ça qu'il faut en tirer. Donc ça veut dire qu'à partir des essais de fluage de courte durée d'environ 1 heure, on se retrouve quand même assez loin pour essayer de prédire un essai de très longue durée. De conclure rapidement. Donc, dans un premier temps, on a mis en évidence que les caractérisations diffusives, donc, qui sont très lentes, nous permettent quand même donc, de simuler le comportement hygroélastique et d'analyser des champs de déformation et de contrainte à l'échelle locale. Et que l'immersion, d'un point de vue un peu plus mécanique, là, on a que l'immersion prolongée de matériaux à matrice époxy, on a une faible évolution des propriétés élastiques. On a vu que notre module Young diminue de manière assez faible. Pour autant, notre comportement plastique ou viscoélastique, lui, est fortement impacté, et que la plastification, c'est un phénomène physique là, qui va jouer un rôle majeur à ce niveau-là. Dans un second temps, on a vu que le couplage hygromécanique il peut être mis en évidence seulement si on travaille sur des échelles de temps entre temps d'essai et temps de diffusion qui sont similaires, et que voilà, du coup, il faut du temps pour laisser le temps à la diffusion de se réaliser, et du coup, de potentiellement affecter notre essai en cours d'essai. Et enfin, il faut vraiment mettre en exergue le fait que le comportement à long terme
c'est une étape qui est très délicate. Alors, il y a différentes méthodes dans la littérature que je n'ai pas abordées ici, mais c'est vraiment une étape très délicate et qui doit prendre à la fois en compte donc, le comportement hygroviscoélastique et qu'il faut être vraiment voilà, minutieux quand on veut extrapoler nos essais à partir d'essais de temps court sur des essais à plus longue durée. J'ai dépassé très légèrement le temps, mais je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et j'en profite pour remercier les différents collaborateurs de ce projet, donc du GEM, également Ifremer, qui sont ici, je crois, également. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou n'hésitez pas sinon à m'envoyer un mail ou me contacter autre part. Ok, bah merci Quentin pour cette présentation bien détaillée et très claire. Merci. Je pense qu'on va pouvoir maintenant commencer une phase de questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser donc, la partie Q&A en bas de votre écran pour les poser. On a déjà qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à compléter. Alors, une première question sur est-ce que vous envisagez de tester, si vous envisagez de tester des structures plus représentatives de pales, existe-t-il des moyens d'essai permettant de faire des essais couplés à l'échelle du mètre? C'est une très bonne question. Effectivement, la poursuite de cette étude, c'est effectivement de travailler à des échelles plus grandes. Alors maintenant, il se pose des questions un peu plus complexes lorsqu'on travaille avec des échelles plus grandes, et notamment de la fabrication. C'est plus simple de travailler sur les aspects de couplage hygromécanique quand on travaille à partir d'un matériau dont on peut contrôler avec précision le taux de fibre, le taux de porosité, euh, le fait qu'on ait une bonne adhésion. Le problème qui se pose lorsqu'on travaille à des échelles plus grandes, ça va être notamment être ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand on passe du millimètre au centimètre ou à la dizaine de centimètres, on va constater d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. La bonne adhésion entre des multimatériaux, la diffusion quand on a des matériaux hétérogènes, il faut considérer une diffusion pour chaque matériau. Donc, c'est des aspects un peu plus complexes. Pour autant, je sais qu'il y a des travaux qui ont déjà été réalisés, que ce soit au sein du laboratoire sur les multimatériaux ou également côté Ifremer, où ils travaillent également sur des structures. Donc, mais la teneur en eau dans les pales, c'est une question qui n'est pas évidente à répondre, puisque sur des matériaux qui font plus de 10 tonnes, voir une évolution gravimétrique et la caractériser avec précision, c'est pas évident. Et si j'avais une question complémentaire, du coup, dans l'échelle des tests qui ont pu être effectués sur les différents bancs de tests, du coup, c'est quoi à peu près l'échelle des échantillons utilisés? Alors, soit on va décider de travailler sur des multimatériaux à l'échelle réduite. Je prends par exemple, on prend une pale, que ce soit une pale d'hélicoptère, une pale d'éolienne, n'importe quoi, on va essayer de la minimiser, de la réduire et pour faire une échelle taille réduite. Et dans ce cas-là, on pourrait essayer de travailler avec un peu plus de précision sur un multimatériau. Donc ça, c'est la première idée. Soit on travaille sur des matériaux connus à plus grande échelle. Mais le plus intéressant, c'est de travailler sur les multimatériaux, mais pour autant, quand on se rend compte des réelles difficultés qui gravitent autour du couplage hygromécanique, je ne dis pas qu'on n'est pas prêt d'effectuer ces travaux à plus grande échelle, mais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de questions qui se posent à l'échelle du matériau, et du coup, vouloir tout de suite passer à l'échelle de la pale, c'est très ambitieux, voire trop ambitieux. Donc, c'est important de bien maîtriser les phénomènes physiques qui se passent d'abord à l'échelle du matériau avant de passer sur des échelles plus grandes. Ok, très bien. Donc, du coup, ça peut rejoindre la question d'après qui était peut-on imaginer de mesurer la diffusion sur une pale déployée et qui permettrait donc d'alimenter les modèles développés? Donc, je pense que ça doit être de Ouais, mettre en c'est des place bonnes peut-être un questions. système. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions là-dedans. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut réellement mesurer? Est-ce que c'est juste la teneur en eau? Est-ce que c'est la tenue mécanique? Est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à la teneur en eau? Est-ce que c'est un phénomène qui est nécessaire ou pas? Ou est-ce qu'on s'intéresse tout simplement à la tenue des matériaux? Au laboratoire, donc au GEM, on travaille également beaucoup avec des fibres optiques. On a des collaborateurs qui travaillent beaucoup avec des fibres optiques comme mesure de teneur en eau. Je pourrais faire différents travaux comme ceux de Romain Granja.
qui s'intéressent dans ces travaux de thèse à mesurer la teneur en eau avec des fibres optiques et du coup potentiellement se servir de ces matériaux-là, enfin de ces fibres optiques pour avoir accès à la teneur en eau. Mais encore une fois, quand on voit la complexité que ça représente de travailler rien qu'à l'échelle du matériau, c'est complexe encore pour moi de travailler à l'échelle des pales. Ok, d'accord. Question suivante. Donc, êtes-vous en contact avec des organismes de certification pour évaluer leur intérêt sur ces résultats? Non, c'est une très bonne question. C'est vrai que pour l'instant, chacun travaille de son côté. Enfin, en tout cas, nous, on travaille un peu de notre côté. Je pense que vous faites référence à différents bureaux d'études ou à des bureaux d'études voilà, de calcul de structure ou de dimensionnement. C'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de savoir comment ils prennent ça en compte dans les bureaux d'études. Est-ce qu'on prend un facteur 10 et on ferme les yeux ou pas? C'est une très bonne question en soi et je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, nous, on n'est pas directement en contact. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, pas dans ma thèse. Après, j'imagine que dans d'autres projets, il y a souvent Bureau Veritas ou autre Mhm. qui est dans le coin. Mais en tout cas, dans notre projet, ce n'est pas le cas. Ok, bon, en tout cas, s'il y a des gens connectés justement de bureaux d'études ou de bureaux de Moi, ça certification, m'intéresserait, ne hein. pas hésiter à nous contacter et on Tout à pourra fait. vous transmettre les détails. Euh, Question suivante de Stéphanie Bonnet. Merci pour la présentation. Je n'ai pas compris les essais d'immersion à la température de 60 degrés. Pourquoi avoir fait ces essais? Quels sont les résultats obtenus? Merci. Ok, merci Stéphanie pour ta question. Alors, je vais revenir juste un petit peu pour illustrer à, à ça. Hop, je reviens. Voilà. Alors, on a choisi effectivement différentes températures pour nos matériaux d'étude. Alors, la température, c'est toujours une question délicate quand on traite des résines époxy, enfin des matériaux polymères. On souhaite accélérer la diffusion. C'est pour ça qu'on a fait nos essais à 60 degrés, puisqu'on constate qu'on a une diffusion qui est accrue lorsqu'on travaille à plus haute température. Pour autant, travailler à trop haute température, ça peut entraîner d'autres phénomènes, du vieillissement thermique, du vieillissement physique, qui viennent poser d'autres questions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres thèses qui sont, on fait du vieillissement à haute température euh, pour essayer de mettre en évidence des phénomènes induits directement par cette température-là. Nous, dans le vieillissement mécanique, on a uniquement fait du vieillissement à 25 degrés pour s'assurer que notre matrice n'allait pas être affectée, qu'on n'aurait pas une chute drastique de notre température de transition vitreuse, par exemple. Et voilà, le fait de travailler à 100 degrés, c'est uniquement pour caractériser de manière diffusive notre matériau et de savoir, par exemple, de pouvoir anticiper la teneur à saturation de nos matériaux. Par exemple, lorsqu'on lance une campagne expérimentale à différentes températures, on ne sait pas quels vont être les temps de diffusion et on se lance un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que pour les résines époxy, on sait qu'on va avoir une teneur en eau entre 3% et 6% au maximum. On ne sait pas forcément quand l'atteindre. On a des ordres d'idées, mais le fait de travailler à plus haute température, ça nous permet de cadrer un peu notre étude. Voilà. Mais pour autant, on n'a pas réalisé d'essais mécaniques à haute température. Tous les essais mécaniques, les essais en immersion ou autres, ont tout le temps été réalisés à température ambiante, justement pour éviter les phénomènes de vieillissement physique. Mhm. Ça permet donc de cadrer l'étude, définir des conditions limites. Ouais. Ok. Bon, j'espère que ça répondait à la question de Stéphanie. On a une Ouais, c'est ça. question En fait, ensuite. le problème, c'est quoi? On fait à la fois du vieillissement mécanique, du vieillissement thermique, du vieillissement humide. Et en fait, quand on essaie d'expliquer physiquement ce qui se passe, comme les trois phénomènes cohabitent, déjà qu'on se rend compte qu'avec enfin, avec de l'eau et un changement mécanique, c'est compliqué. Si on rajoute la température en plus, on a du mal à dissocier en fait quelle est la contribution de chaque part. Ok. Alors, question suivante de Marc Rapin. Peut-on attribuer ce problème d'hygrostructure des défections déjà constaté sur page? Alors, ça voudrait dire, si j'ai bien compris la question, c'est on s'intéresse à ces problématiques de diffusion d'eau dans le cas où on a une pale qui est défectueuse et du coup que le matériau composite est directement en lien avec de l'eau. Et du coup, Voilà, est-ce qu'on arrive déjà par rapport aux ouais, constatations qu'on peut faire donc, de dégradation de matériaux qui sont ouais, sur c'est les une bonne pales? Est-ce question. qu'on identifie que c'est ce phénomène qui est en cause? Ouais, c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, alors soit on a des peintures en anti-corrosion, soit des bords d'attaque. Ça dépend de quelle structure on parle, si on parle de coque, si on parle de pales, d'éoliennes, d'hydroliennes ou autres.
c'est vrai qu'on se place quand même dans le cadre le plus drastique où on a un matériau qui est complètement nu dans l'eau. Ce n'est pas le cas dans la réalité. C'est pour ça qu'encore une fois, je précise qu'on a réalisé cette thèse à l'échelle du matériau et non pas de la structure, euh, puisque voilà, pour vraiment étudier le couplage hygromécanique, qui est vraiment le cœur de ce sujet de thèse, on n'a pas travaillé avec une pale. La pale n'est que l'application finale. Pour autant, à aucun moment dans mes travaux de thèse, je n'ai travaillé avec une pale ou avec une pale réduite. Donc c'est une très bonne question. Et effectivement, ce serait dans le cas le plus drastique. Mais pour autant, on peut retrouver des matériaux composites qui sont utilisés, on va dire, dans d'autres applications sans revêtement et qui sont directement nus dans l'eau. C'est le cas dans les sports et loisirs, pour les foils, pour les choses comme ça, et là où on a moins de protection. J'espère que j'ai répondu à votre question, Marc. Donc, question suivante de Jean-Christophe Dornstetter. Les constantes de temps entre immergé et R sont différentes. A-t-on aussi une différence sur CSAT, qui doit être la vitesse de saturation, ou est-ce que les teneurs en eau tendent vers la même valeur limite? C'est une très bonne question, d'autant plus que dans la slide d'après, je parle de modélisation diffusive et de modèle de Fick, où quand on fait la considération on utilise un modèle de Fick, techniquement, la température ne fait qu'accélérer la diffusion d'eau, mais ne modifie pas la teneur à la saturation. Théoriquement, c'est ce que dit le modèle, et on devrait avoir à terme une teneur à saturation qui est identique pour quelle que soit la condition hygrothermique. Expérimentalement, ce n'est pas toujours le cas. Je m'explique, c'est-à-dire que si on considère qu'à terme, les courbes bleues et rouges se rejoignent, soit c'est dans très très longtemps, et soit ça n'arrivera pas. Alors, pour le cas de l'immersion d'abord, donc il y a deux questions, mais pour le cas de l'immersion, en fait, le fait de travailler à haute température, ça peut aussi potentiellement modifier un peu la structure du polymère, la structure chimique, qui fait qu'on va avoir un volume libre par exemple, qui est différent, et du coup, potentiellement, le matériau peut absorber plus d'eau à haute température, puisqu'on va avoir une modification structurelle du polymère. Donc ça, c'est la première différence qu'on peut avoir quand on travaille à température. Et quand on travaille en air humide, là, pour le coup, on modifie les conditions limites de notre matériau en disant que si on travaille à 50% d'humidité relative, on aura telle teneur à saturation. Si on travaille à 70%, on va l'augmenter, etc. On a des appareils expérimentaux comme la DVS, qui est une balance de précision qui travaille à humidité relative, qui nous permettent justement d'avoir cette évolution de notre capacité maximale d'absorption en fonction du temps. Donc, c'est des équipements qui sont très pratiques quand on travaille en air humide. Donc voilà, en pratique, oui, mais dans la technique, c'est un peu plus compliqué. Ok, très bien. Bon, alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez une dernière question à poser, c'est le bon moment. Et puis sinon, alors, je vais de nouveau partager mon écran, si tu veux bien, Quentin. Ouais. Hop. Donc voilà pour le projet Socomple. Et encore merci pour ta présentation très claire. Alors, le message ici, c'est n'hésitez pas à nous contacter, alors que ce soit Quentin ou Louis Mec, à travers donc, moi comme contact principal, donc Florent Vince, pour poser vos questions ou aller plus loin, ou qu'on organise une rencontre du coup avec les équipes ici développées du GEM et d'Ifremer, et puis ce que vous souhaiteriez, souhaiteriez faire comme collaboration. Donc on est aussi là pour ça, pour mettre en relation. Vous aurez plus d'informations aussi si vous le souhaitez, donc sur le site WIMEC, il y a une description du projet notamment, et avec le lien vers tout ce qui est aussi contenu et publications scientifiques qui ont pu être élaborées durant le projet. Je sais aussi que Quentin, tu arrives du coup bientôt à ta soutenance de thèse, et donc il y aura sûrement donc ton manuscrit qui sera disponible sur le sujet d'ici les prochains mois, c'est ça? C'est ça. Voilà, et puis donc pour ce qui est ici de ce webinaire, donc vous recevrez dans quelques jours une synthèse de ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, et puis donc le replay.
que n'hésitez pas à partager avec des gens que vous pensez auraient un intérêt sur ce sujet-là ou encore à vos collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Ici, je le rappelle, et vous pouvez vous abonner à notre newsletter WeMake, donc ce qui vous permettra donc de ne pas manquer les actualités, que ce soit au niveau des contenus WeMake, de nos projets, ou encore plus largement des actualités EMR. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre page d'accueil pour vous inscrire à la newsletter, ou encore de nous suivre sur les réseaux sociaux où on diffuse aussi de nombreuses informations, et notamment le prochain webinaire qui devrait avoir lieu en juin, où on n'a pas encore de date définie, et c'est en cours d'élaboration. Merci à tous pour votre participation et merci encore une fois à toi, Quentin. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau projet de recherche. Merci Florent. Bonne fin de journée.